Christophe Prudhomme est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes médecin au SAMU 93, c'est la Seine-Saint-Denis en région parisienne, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France, responsable CGT. Ça s'est passé, dit Édouard Philippe, il dit c'était dur, mais ça s'est passé. Comment accueillez-vous cette déclaration ? Non, ça s'est mal passé. C'est mal passé. Si nous avions eu suffisamment de lits de réanimation, comme dans d'autres pays européens et en particulier notre voisin l'Allemagne, je pense que nous aurions eu une mortalité bien moindre. D'ailleurs, en Allemagne, pour un nombre de cas équivalent, la mortalité est beaucoup plus faible. Donc ça ne s'est pas bien passé. Nous avons fait le maximum, mais ça ne s'est pas bien passé. Alors on va voir maintenant quelles sont vos revendications à travers ces images qui retracent un peu au fond le temps passé depuis le début de cette épidémie. C'est un sujet de Laurence Naon. Pendant 10 semaines, ils ont relevé un immense défi, combattre sur tous les fronts l'épidémie de coronavirus. Forts de cet engagement, les soignants arrivent en position de force au Ségur de la santé. Au cœur de leurs revendications, la rémunération. Les soignants attendent bien plus qu'une prime. Ils veulent aujourd'hui une revalorisation de leur salaire. Les infirmiers français, par exemple, touchent 300 € de moins que la moyenne européenne. Beaucoup ne s'en sortent pas financièrement et abandonnent même le métier. On veut être payé à hauteur de notre niveau de compétence, de responsabilité et d'engagement. Si c'est pour nous dire, vous aurez 300 € de plus dans 15 ans et on va vous augmenter par palier de 15 € par an, je pense que la situation va vite s'envenimer. Autre préoccupation, les moyens alloués à l'hôpital. Avant même la crise du Covid-19, la profession crie sa colère dans la rue. Tous réclament des postes supplémentaires. Ils s'insurgent aussi contre la fermeture des lits, 69 000 de moins en 15 ans. Ils condamnent également l'administratif et le financier, devenus selon eux trop puissants, et souhaitent que le médical revienne au centre de la gestion de l'hôpital. L'hôpital comme une chaîne de production, ça ne fonctionne pas, ça désespère les soignants qui ne trouvent pas de sens à leur métier, et finalement ça dégrade la qualité des soins. Il faut que les soignants, médecins, paramédicaux participent à cette gestion. Les personnels des EHPAD espèrent eux aussi voir leur salaire augmenter et leur carrière revalorisée. Après une crise sans précédent où les soignants se sont nourris des applaudissements et des encouragements des Français, aujourd'hui ils l'affirment, ils ne se contenteront pas d'une médaille promise par le gouvernement. Christophe Prudhomme, ça tombe bien, il ne se contentera pas. Vous ne vous contenterez pas d'une médaille. Édouard Philippe annonce des hausses de salaire significatives. Ça vous satisfait ? C'est un langage de Premier ministre très technocratique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, significatif. Nous avons des revendications très précises que nous avons posées il y a maintenant plus d'1 an. Et ce que je constate, c'est que dans le domaine économique, quand il faut aider les entreprises, le gouvernement cite des chiffres, sort des milliards. Vous parlez d'Air France, par exemple ? Air France, par exemple, ou l'industrie automobile. Là, nous avons un discours compassionnel, de remerciement. On nous explique que le gouvernement a fait son mea culpa. Mais l'urgence aujourd'hui, ce sont des embauches et ce sont des augmentations de salaire tous les mois, pas une simple prime pour solde de tout compte, parce que, vous savez, ça fait toujours plaisir d'être remercié, mais nous ne sommes pas des héros. On fait notre travail dans des conditions difficiles, et maintenant, eh bien, on veut être entendu, parce que la crise a validé tous nos arguments. On nous disait, mais non, l'hôpital français, on est un des meilleurs pays du monde. Non, on a vu qu'on était on était en bas de l'échelle. Parce qu'on cite, vous savez, il faut calculer les salaires, non pas en euros courants, mais en parité de pouvoir d'achat. Ouais. Les infirmières françaises gagnent moins que les infirmières turques et que les infirmières mexicaines. Ouais. Mais que faut-il faire alors concrètement ? On voit bien que le malaise est plus profond que de dire on va augmenter de 200, 300 €. Quel est le malaise profond ? Le malaise profond, c'est, vous savez, c'est qu'on ait des objectifs qui soient clairs et que le gouvernement dise clairement ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il fait son mea culpa ? Est-ce que l'hôpital continue à être une entreprise, la santé une marchandise ? Est-ce qu'on peut continuer avec un système mixte public-privé ? Ou est-ce que la santé ne doit pas relever du secteur public ? Financé par la sécurité sociale et non pas en partie par la sécurité sociale et en partie par des assurances privées qu'on appelle mutuelles mais qui sont des assurances privées. Voilà, tout ça, ça crée des surcoûts non négligeables au bénéfice des investisseurs privés, en particulier on l'a vu dans les EHPAD.
Voilà, où les gens sont les plus mal payés et où il y aurait pu y avoir sûrement moins de morts s'il y avait eu plus de personnel, ce qu'on réclame depuis des années. Alors, outre cette question des salaires, qu'est-ce qui est en jeu? C'est aussi la prise en charge des malades, vos conditions de travail bien sûr, mais la prise en charge des malades, vous le ressentez, vous? Ah ben vous savez, là, Outre cette pandémie. nous sommes obligés, là, nous avons encore des malades atteints par le coronavirus, et puis il y a les malades qu'on a laissés un petit peu livrés à eux-mêmes pendant 2 mois, qui reviennent avec souvent des pathologies évoluées. Or, nous sommes en sous-effectif, donc nous demandons un plan massif d'embauche, des augmentations salaires, et surtout qu'on arrête de nous supprimer des lits. Vous en avez parlé dans votre reportage. Or, les opérations de fermeture de lits continuent. Vous savez, là, on a supprimé les chambres à 2 lits pour des raisons sanitaires, pour éviter la contamination. Eh bien, on les rouvre, mais qu'avec un seul lit. Quelle est la situation aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, votre département? Ça s'en ressent en fait, cette politique? Ah bien sûr, vous avez vu que nous sommes le département qui a connu la plus forte surmortalité. 130%. Plus que le Haut-Rhin. Voilà, donc il y a besoin aujourd'hui de mesures inégalitaires pour qu'on puisse récupérer ce principe constitutionnel qui est l'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Et pour ça, pour utiliser le terme trivial du président de la République, eh bien, il va falloir du pognon. Vous dites aussi, docteur, j'aurais bien voulu qu'en Seine-Saint-Denis, on teste de la même manière que dans les quartiers nord de Marseille. Vous faites allusion au professeur Raoult. Juste sur la question de la chloroquine, j'avais prévu de pas forcément vous en parler, mais le professeur a réagi. Il déclare que la revue britannique médicale des Lancet n'est pas fiable sur son étude. Il la qualifie même de foireuse. Oui, enfin... Il n'y a pas de vérité scientifique absolue. Ce que n'a pas pu mettre en place le professeur Raoult, c'est d'administrer l'hydroxychloroquine au début de la maladie, quand on a peu de symptômes. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas de test. Donc là, l'étude concerne des malades graves qui étaient déjà hospitalisés. Or, on sait que quand les malades sont graves, l'hydroxychloroquine a des effets secondaires qui peuvent aggraver l'état du patient. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. On veut savoir si un médicament qui coûte très peu cher, donc c'est important quand on a une épidémie mondiale, parce que le problème, ce que dit aussi le professeur Raoult, c'est qu'il faudrait qu'on ait la vérité sur l'industrie pharmaceutique. Parce qu'on essaye de nous vendre à la place de l'hydroxychloroquine des antiviraux qui ont aussi beaucoup d'effets secondaires, mais qui coûtent surtout 30 à 50 fois plus cher. Voilà, donc on ne donne pas les éléments à la population pour que chacun puisse se faire son idée. Et ça, c'est grave. C'est grave. Juste en 30 secondes pour terminer, docteur, est-ce que l'épidémie touche à sa fin en France? Selon vous, les données, les indicateurs virent plutôt au vert? Les indicateurs sont plutôt satisfaisants. Mais vous savez, la vérité d'aujourd'hui peut être affirmée demain. Donc il faut être prudent. Ce qui est clair, c'est que au regard de ce qui se passe dans d'autres pays, qui ont été touchés par l'épidémie avant nous, et puis de l'évolution des épidémies au cours des siècles, le risque est plutôt à l'automne ou l'hiver prochain que dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, on a quand même un problème, c'est que vous avez tous les nouveaux foyers. Ce ne sont pas les gens sur l'esplanade des Invalides, ce sont dans les entreprises. Vous voyez, c'est les hôpitaux. L'hôpital de Lannion, l'hôpital de Loudun, ce sont les abattoirs en France et à l'étranger, ce sont les commissariats de police. Donc il y a un problème quand on est sur son lieu de travail, dans un milieu confiné. Là, il y a plus de risques que quand on est à l'extérieur. Merci beaucoup, docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste 93 au SAMU. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.